Hello à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver pour ce 10e épisode. Alors cette semaine j'étais très inspirée, notamment par le dépassement du soi, pas le dépassement de soi, mais le dépassement du soi. Et ce sera le thème passionnant du jour, le dépassement du soi. Tiens donc, à quoi ça peut faire référence ? Je me suis longtemps posé la question de savoir si travailler sur la personnalité était une bonne idée. Alors il n'y a pas de bonne ou de mauvaise idée, mais simplement des idées qui conduisent sur des chemins plus ou moins tortueux. Et c'était le cas quand j'ai soulevé la question de la personnalité. Et je me suis dit qu'en développement personnel, ce qui était intéressant, c'était d'aller encore plus loin, au-delà de toutes ces choses qui nous limitent et qui nous délimitent, pour atteindre finalement des sommets et emprunter des chemins jusqu'alors jamais empruntés. Alors qu'est-ce que donc le soi et comment ça se dépasse tout ça finalement ? Est-ce que c'est mieux de travailler sur la personnalité ou comment concrètement on peut avoir des résultats ? Je vais toujours faire référence à mon expérience à moi et la façon dont je travaille, à savoir que je me suis longtemps intéressée à la personnalité et à ses limites. Et j'en ai conclu que travailler sur la persona, si on reprend le terme étymologique, vous le savez, maintenant vous me suivez depuis quelques épisodes, j'aime l'étymologie, j'aime m'intéresser à la structure des mots, aussi au contexte, et à travailler dans cette approche socratique permet de bien définir justement un sujet et de pas trop s'en éloigner. Quand on travaille sur la personnalité, on travaille sur la persona, et à la Grèce antique, à l'époque de la Grèce antique, la persona était tout simplement le masque que l'on mettait lorsqu'on avait besoin de jouer sur une scène de théâtre par exemple. La persona permettait à un acteur de passer d'un rôle à un autre. Alors finalement, est-ce que cette personnalité n'a pas gardé cette thématique du masque et est-ce que finalement, sous cette personnalité, il n'y a pas quelque chose de plus profond et voire même notre essence ? Je peux répondre aujourd'hui que oui, cette personnalité n'est pas forcément quelque chose que je cherche à travailler puisque nous allons revêtir différents masques selon que nous soyons avec nos parents, avec au contact de la société, au travail, etc. Ce que je veux dire par là, c'est que la personnalité n'est pas forcément source d'enrichissement puisque nous sommes des êtres qui nous adaptons non-stop. Et que vous n'allez pas être avec votre chéri comme vous serez avec quelqu'un au travail et comme vous serez avec quelqu'un dans la rue à discuter ou autre. Donc en fait, si on creuse un petit peu plus loin, on porte tout le temps des masques et on est tout le temps plus ou moins dans des personnalités différentes. On revêt toujours ces masques-là. Et c'était intéressant et plutôt subtil d'approcher les choses comme ça. Et j'avais vraiment envie de me demander si travailler sur la personnalité faisait développer des choses en soi ou est-ce que finalement c'est pas tout le contraire justement, est-ce que c'est pas l'histoire de porter encore plus de masques et de s'adapter à encore plus de situations plutôt que de vraiment travailler sur le soi profond. Et en ça, il me paraît essentiel de parler de l'âme. Alors, la théorie de l'âme, c'est une grande question. Je peux aller même plus loin et parler d'essence de l'être. Dans notre énergie la plus profonde et la plus intime qui soit, ce que certains appelleront âme, ce que d'autres appelleront essence, esprit, conscience. Voilà, finalement, on utilise des mots différents, mais pour contextualiser à peu près la même chose. Est-ce qu'il n'est pas intéressant d'aller justement creuser du côté de cette profondeur-là et d'aller voir si travailler sur l'essence n'est pas quelque chose qui nous permet justement de nous dépasser encore plus, plutôt que de travailler encore sur un aspect très délimité de notre persona, justement. Et ce qui m'amuse à enregistrer cet épisode, c'est que dernièrement, je me suis beaucoup intéressée sur la question de l'amour, à un niveau philosophique, à un niveau, sur différents plans, comme toujours. Et j'en ai conclu que finalement, le manque d'amour de soi
est très lié au manque de compréhension de soi, et que le manque d'amour de soi nous amène souvent à nous tromper et à utiliser différents masques, justement, donc à utiliser cette persona parce que sous couvert de voilà, j'ai pas envie qu'on voit ma vulnérabilité, je vais mettre tel masque, je n'ai pas envie qu'on voit que je ressens telle ou telle émotion et donc je vais mettre encore un autre masque. Donc finalement, la personnalité, pour moi, c'est entre guillemets, un piège. Attention, un piège avec un petit p, tout simplement parce qu'elle ne permet pas vraiment, finalement, de faire le travail. C'est vraiment mon constat. Encore une fois, c'est vraiment propre à mon expérience et à mes différentes approches que j'en ai déduit que dépasser le soi impliquait foncièrement l'idée de l'amour de soi. Alors attention, quand je parle d'amour de soi, voilà, il y a amour de soi et amour de soi. Beaucoup de gens vont faire des raccourcis en disant aujourd'hui je vais au spa, je vais me faire un masque, un gommage. Oui, alors tout ça, c'est très mignon. Je vais aller faire du shopping. C'est très mignon, mais on va plutôt appeler ça des détails géographiques que vraiment de l'amour de soi. L'amour de soi n'a rien à voir avec le physique. C'est vraiment plus la compréhension du monde intérieur, de notre monde interne qui va faire la différence. Comment j'appréhende mes émotions, pourquoi je suis dans le déni, pourquoi j'ai mis en place telle émotion raquette, pourquoi je m'interdis de vivre telle expérience. Et tout ça, finalement, c'est vraiment de l'amour de soi. Quand on a le courage d'affronter ce qui se passe à l'intérieur de notre monde, on a besoin de beaucoup moins aller chercher à l'extérieur. Et ce que je veux dire par là, c'est que vous avez beaucoup de gens qui le font encore. Vous avez beaucoup de gens qui sont beaucoup à l'extérieur qui sont dans un monde d'apparat, dans un monde de faste, où le moindre bien matériel arrive à combler ce qui intérieurement n'est pas du tout comblé. Et finalement, c'est un vice sans fin, puisque ce monde de désir est vraiment attrait à la vibration du manque, et qu'on le sait, le manque, c'est une vibration psychologique. C'est absolument pas matériel. Lorsqu'on vibre sur le manque, on sait que le manque n'est que psychologique. Vous avez des gens qui n'ont rien, et qui n'ont rien, techniquement parlant, qui n'ont pas de bien physique, et qui disent vivre une paix absolue et une sérénité. On le voit dans des pays en voie de développement, dans certains pays pauvres. Il n'y a pas forcément besoin d'aller très loin pour le voir. On peut demander à des gens qui sont minimalistes ou à des gens qui sont dans une certaine approche philosophique, voire spirituelle. Et ces gens-là vous diront que l'expérience qu'ils font n'a en rien quelque chose de commun avec les biens matériels, avec la possession, finalement. Donc on comprend bien que quand on s'intéresse à tout ça, et croyez-moi, la question me taraude depuis très longtemps, ça me fait d'ailleurs penser que quand je suis allée dans le désert il y a quelques années, qui est une des expériences dont je parle le plus, alors croyez-moi, franchement j'ai vécu dans les îles, j'ai beaucoup voyagé sur les dernières années, et c'est vraiment, le désert, c'est quelque chose qui m'a marqué. On y reviendra dans un prochain podcast et vous verrez pourquoi. Mais j'ai posé la question à des gens, des berbères, des gens dans le désert, des touaregs, etc. Et qui m'ont dit que leur bonheur, finalement, c'était vraiment d'être dans cet endroit si hostile qu'ils avaient réussi à apprivoiser, et dans lequel ils se sentaient vraiment à la maison. Et je crois que la maison est là où le cœur est, finalement. Mais sans s'éloigner du sujet. Et revenons-en au dépassement du soi, et pas au dépassement de soi, au dépassement du soi. Et finalement à cette façon qu'on pourrait avoir d'inviter l'amour inconditionnel dans notre vie. Il me semble que ne pas travailler sur la personnalité est une excellente piste. Je vous ai dit, je vous en ai donné la première des raisons qui est pour moi la base number one. Et je vais vous en donner une autre, c'est l'ego. L'ego, on connaît aujourd'hui son mécanisme, c'est que le job de l'ego, si vous voulez, c'est de défendre l'identité. L'ego, il a son rôle de gardien de forteresse, et c'est l'ennemi numéro 1 du changement, on le sait. Il est comme un garde-fou finalement de toutes nos habitudes, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. C'est lui qui fait que on continue à être dans le chemin dans lequel l'ego a décidé qu'il serait. Il y a aussi une chose qui est très très vraie avec l'ego,
c'est le job de l'ego, c'est de se prendre pour lui-même. C'est un des thèmes qu'on aborde en métaphysique. L'ego se prend finalement pour lui-même, c'est-à-dire qu'il a l'impression d'être Vanessa Sarah. Mais si j'ai décidé que j'étais beaucoup plus qu'un prénom, qu'une identité, qu'une date de naissance, qu'un signe astrologique et un compte en banque, un numéro de téléphone et autres, je vais dépasser la sensation que mon ego a d'exister. Et finalement, je ne suis plus dans l'ego. Il faut pas oublier aussi une chose par rapport à l'ego, c'est que son job, c'est de garder sa zone de confort et d'être tout le temps dans l'idée qu'il défend ce qu'il a comme un vrai trésor. Vous voyez, le Seigneur des Anneaux, on est complètement... c'est Sméagol un peu l'ego. Et en ça, je fais très très attention. Donc, un des premiers gros travaux que j'ai commencé à faire en développement personnel en amont de la thérapie et avant de devenir thérapeute, c'est vraiment de travailler sur gommer l'ego et l'effacer. Ça ne veut pas dire que je ne suis plus Vanessa Sarah, ça veut tout simplement dire que je sais que je suis bien plus que ça. Et que du coup, je ne prends plus les choses personnellement. Et je vais partager avec vous quelque chose aujourd'hui qui me tient à cœur, et que je partage avec mes clients du coup en coaching. En neurotransformation, puisqu'il s'agit vraiment d'un coaching neurotransformatif, donc on va vraiment travailler sur la neurologie et sur le changement, j'invite vraiment mes clients à gommer l'ego pour inviter plus d'humilité dans sa vie et surtout pour avoir ce phénomène d'évolution. Le changement n'arrive que lorsque l'ego est complètement diminué. Ça ne veut pas dire que l'ego, c'est l'ennemi numéro 1, parce que l'ego, il a son propre rôle, il est gardien de la forteresse. Ok, ça c'est son job, il le fait plutôt bien, on le sait, donc on va lui laisser faire ce job-là, puisqu'il est là pour ça. Quand quelque chose est là, c'est qu'il a une fonction. Mais il est important de connaître la fonction de l'ego pour pouvoir continuer à évoluer et pas être embrigadé dans tous ces pièges que peut nous tendre l'ego. Et en l'occurrence, est-ce qu'il nous les tend sciemment ou pas ? Je pense que c'est pas forcément sciemment puisque c'est le mécanisme de l'ego. Donc ça fait partie du système de l'ego, de travailler comme ça. À nous d'aller beaucoup plus dans les 95% de subconscient et d'aller plonger justement la tête la première dans tout ce qui est passionnant, à savoir tout ce qui est invisible et tout ce qu'on ne voit pas. Et là où sont cachés nos trésors, nos zones de révélation, nos zones de génie. Et en ça, je n'aime pas travailler sur la personnalité parce que la personnalité, elle est définie et elle est arrêtée sur des choses. La personnalité, c'est le fait de me dire, ben voilà, j'aime telle chose, je n'aime pas telle chose, je ne laisse pas de place à ceci, je laisse de la place à cela. Et j'aime l'idée que l'évolution, c'est autre chose, c'est quelque chose d'encore plus grand, qui nous dépasse encore plus, d'encore plus haut, qui a une dimension encore plus grande, encore plus large. Et un de mes profs en métaphysique m'a un jour ouvert la voie en me disant, mais finalement, quand tu comprends et quand tu vis ce que c'est que l'amour inconditionnel, tu es complètement dans le dépassement du soi. Parce qu'il n'y a plus de frontières entre toi et les autres. Et quand tu as compris que l'autre c'est toi, que ça a été toi, que ça sera toi, ou que ça peut être toi, déjà il y a eu un gros pas de fait par rapport à l'ego et à l'humilité. Et c'est vrai qu'à y réfléchir, à bien y réfléchir, l'autre c'est toujours nous. Parce qu'on dit toujours les autres, mais les autres disent la même chose. Donc on est les autres des autres. Donc finalement, l'autre c'est nous. Et quand on sait que l'autre c'est nous, on a déjà fait le lien entre soi et les autres. On est plus dans l'amour de soi parce qu'on est capable de comprendre beaucoup plus l'autre. Et il y a finalement beaucoup moins de frontières. Petite analogie pour vous présenter aussi la chose sous un autre angle et vous proposer un peu cette perception, cette vision que j'aime bien avoir quand je me sens trop étriquée et quand j'ai l'impression de penser vraiment comme une petite grand-mère. Aussi gentille soit-elle, je n'ai rien contre les grand-mères, mais dans un monde tout petit. Si vous regardez certaines personnes âgées, si vous regardez leur comportement, vous voyez qu'elles ont un petit chien, un petit porte-monnaie, un petit sac.
un petit appartement, et que tout est petit dans leur monde, et que souvent quand elles sont aigries, elles n'aiment personne. À savoir, à se demander si elles s'aiment elles-mêmes. En l'occurrence, on a souvent la réponse. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on est dans le dépassement du soi, on est dans l'amour, puisque on intègre beaucoup plus de monde de l'autre. C'est-à-dire que si je m'intéresse au monde de quelqu'un, je vais gagner en compréhension, je vais gagner en apprentissage, et plus je m'intéresse au monde des autres, plus je gagne un monde de compréhension, plus j'élargis mes niveaux de conscience, mon champ de conscience. Et je ne peux le faire qu'en gommant ma personnalité. Ça ne veut pas dire que vous n'avez plus votre caractère. Faut faire attention à pas confondre les deux. Parce que j'entends déjà des gens dire « Ah, mais ça veut dire que du coup, t'es un peu comme Jésus, tu tends l'autre joue quand on te frappe et tu t'es complètement effacé. » Pas du tout. Ça veut simplement dire qu'on est dans un élan de compréhension de l'autre, et que du coup, en acquérant plus de compréhension, on acquiert plus de monde. Et on est dans le dépassement de soi, puisque on découvre d'autres mondes, et en les découvrant, on en apprend davantage. Et c'est en apprenant davantage, c'était compliqué, qu'on va pouvoir stimuler sa neuroplasticité. Donc on va développer des nouvelles connexions synaptiques. Vous le savez, le cerveau, plus on s'en sert, moins il vieillit. Protection contre les maladies neurodégénératives. Vous allez augmenter vos champs d'expérience et vos champs de conscience. Vous allez travailler avec le cortex préfrontal. Bingo, c'est la partie la plus créative du soi. C'est cette partie-là qu'on stimule lorsqu'on est en création. Tandis que la partie arrière, c'est la partie des peurs, le cerveau archaïque. Donc on va stimuler davantage aussi les neurones miroirs, les 40% de neurones miroirs, alias les neurones empathiques qu'on a à l'avant sur le cortex préfrontal. Donc imaginez tous les avantages qu'on a à travailler sur le dépassement du soi. On va aussi, puisque j'en parlais tout à l'heure, travailler sur l'apprentissage constant. Et en coaching, et surtout en neurotransformation, on est vraiment là-dessus, à savoir que l'apprentissage constant, ça renforce, alors déjà, votre apprentissage tout court, ça c'est sûr, votre créativité, vos 9 niveaux, vos 9 intelligences, mais en plus, ça va vraiment participer à plus de créativité chez vous, et aussi à gommer l'ego et attirer l'humilité dans votre vie. Petite pause d'hydratation. Plus vous allez inviter l'apprentissage constant dans votre vie, donc la curiosité, etc., vous allez stimuler votre verrou dopaminergique, ce fameux verrou qu'on stimule quand on est... vous l'avez beaucoup chez les HP, les hauts potentiels intellectuels, les HPI, et chez certaines formes d'autistes, etc., ce verrou dopaminergique, il faut le stimuler. Vous le stimulez en invitant encore plus tout ce champ que normalement qui est pas forcément très stimulé. Le fait d'être non-stop dans l'ego va aussi vous tenir prisonnier de cette chose-là dont je préviens beaucoup les gens, c'est de ne pas prendre les choses finalement personnellement. Vous avez beaucoup de gens qui ramènent tout à eux, non-stop. Et c'est comme ça pour la plupart des personnes qui ne font pas de travail sur elles ou qui n'ont même pas touché du doigt l'idée que l'ego était un empêcheur d'évolution. Et ces personnes-là, vous leur dites une chose et bim, elles vrillent. C'est tout de suite la fin du monde. Vous avez dit un mot, ce sont des gens qui sont très susceptibles, ce sont des gens qui peuvent partir au quart de tour. Pourquoi ? Parce que il y a une certaine susceptibilité et tout tourne autour d'eux. On va dire une chose et ça y est, tout de suite on les a attaqués. Ce sont des gens qui se sentent attaqués et pour l'humain, la meilleure défense c'est l'attaque, malheureusement. Donc du coup, le fait de dépasser le soi, dans l'histoire du dépassement de soi, vous avez aussi cette humilité quand vous l'invitez dans votre vie qui va pouvoir vous faire un gros travail, un gros pas en avant, un énorme pas en avant pour aller susciter autre chose chez vous. Et là, on est tout en haut de la pyramide et on est sur le transpersonnel, ce qu'on appelle le niveau transpersonnel, qui est le tout haut de la pyramide. Et ce tout en haut de la pyramide, il nous permet, alors je vais faire attention à ce que je dis, mais de devenir presque intouchable.
Alors, ce que je veux dire par intouchable, c'est que finalement, on ne prend plus les choses personnellement. Rappelez-vous, personnellement, persona, le masque, finalement, c'est pas si intéressant. Parce que ça ramène tout à moi, je, et tout tourne autour de mon monde. Et quand il ne s'agit plus de l'ego, vous allez avoir dans votre vie quelque chose de merveilleux qui s'installe. Vous allez avoir ce que j'appelle en neurosciences la neurodisponibilité au changement. C'est-à-dire que parce que vous ne prenez plus les choses personnellement, parce que plus rien, on va dire techniquement, ne retentit sur des blessures qui sont restées ouvertes, ça implique qu'il faille les penser, bien sûr, et la thérapie et le développement personnel sont là pour ça. Vous allez pouvoir monter un seuil au-dessus. Et c'est ce qui bloque énormément de gens dans leur avancée de vie au niveau transpersonnel, c'est-à-dire tout en haut de la pyramide. C'est le fait qu'il y ait beaucoup de gens, encore aujourd'hui, qui sont prisonniers de ça, de je prends tout personnellement, la meilleure défense c'est l'attaque, comme un gros chien qui grogne et qui est prêt à, voilà, un gros molosse qui va attaquer. Parce que la moindre chose qui est dite est tout de suite contre eux. Et c'est souvent, en l'occurrence, parce qu'il y a des blessures qui ne sont pas pensées, mais c'est aussi parce que leur monde est trop petit. Et quand votre monde est tout petit, ça veut dire que vous avez peu de passion, que tout tourne autour du matériel, que tout est très important, que vous avez un degré d'importance sur les choses qui est extraordinaire. Ça veut dire qu'il n'y a pas de détachement, donc aucun recul psychologique. Ce sont souvent des gens qui vibrent sur le manque, la peur, et qui cloisonnent du coup parce que l'ego est là pour ça et vient bien faire le job, rassurez-vous. L'ego est là pour ça, donc lui bétonne, hein. Tout est bien bétonné. Les cairons sont bien mis en place par l'ego, il a bien fait le job. C'est un bon maçon, l'ego, il construit de très très beaux murs. C'est son job depuis pratiquement notre naissance, jusqu'à la fin d'ailleurs. Et l'idée c'est ça, c'est que quand vous connaissez le job et l'emploi du temps de l'ego, vous arrivez à contrecarrer de cette façon-là. Quand on est dans le dépassement de soi, on inclut beaucoup plus d'amour de soi. Et il y a aussi une chose que j'aime beaucoup aborder, c'est que parfois on associe, enfin même tout le temps, on associe la réussite avec le work hard, play hard. Vous savez, ce fameux joue gros, mise gros et travaille dur pour être sûr d'avoir les choses. Et en ça, on a déjà une grosse épine partout dans le pied, dans les mains, dans les pieds, dans les mains, parce que on n'a pas compris comment on pouvait dépasser ce stade de difficulté, parce qu'on ne sait pas à ce moment-là qu'en s'amenant plus d'amour, on n'a plus besoin de passer par ce stade où tout est difficile, où finalement c'est très judéo-chrétien tout ça, il faut souffrir pour être beau, il faut souffrir pour créer une entreprise prospère, il faut que ça soit difficile. Et vraiment, ce sont des choses que je vous invite en exercice pratique à enlever de votre vocabulaire. S'il vous plaît, si vous vous aimez, si vous voulez évoluer, enlevez le c'est difficile, ça va être compliqué. Voilà. Au niveau du langage, faites cet effort, cet élan, ce travail de conscience qui va vous amener finalement petit à petit vers beaucoup plus d'amour pour vous et vous aider à dépasser cet ego justement. Inviter plus d'humilité dans sa vie, c'est aussi s'intéresser beaucoup plus aux autres. Alors attention, on se met pas en position de sauveur, on n'a pas envie de nourrir le triangle de Karpman, tout va bien. Simplement, lorsque on est aussi détourné de notre ego, on peut beaucoup plus aider les autres, impacter les autres et amener du sens. Parce qu'on a su amener du sens dans notre vie, on est capable d'en amener dans la vie des autres. Et c'est pas l'inverse qui doit se faire, on ne doit pas s'occuper des autres ou vouloir aider les autres pour se détourner de ses propres problèmes et de sa propre vie. C'est d'ailleurs une des choses sur lesquelles je m'attelle personnellement en thérapie, en coaching, c'est que je n'ai pas fait ce métier pour me réparer. Et je ne voulais absolument pas être dans cette démarche parce que je trouve que ça craint. Pardon pour le trivial, mais je trouve que voilà, faire ce métier pour ça, c'est absolument pas la bonne raison. Malheureusement, aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont pas fait le distinguo, beaucoup de gens qui sont très abîmés par la vie et qui veulent se réparer en s'occupant des autres, mais ce n'est absolument pas comme ça que ça fonctionne. Bien au contraire, charité bien ordonnée commence par soi-même.
Donc vous voyez que tout ce qu'il y a à faire dans l'ordre, c'est primo, travailler sur le dépassement de soi, amener beaucoup plus d'amour dans notre monde. Travailler sur le dépassement de soi, diminuer l'ego et inviter beaucoup plus l'humilité dans sa vie. Ça veut dire que tout ne tourne plus que autour de vous. Il faut s'intéresser aux gens, à la vie des gens, s'intéresser à certaines causes, pourquoi pas donner un petit peu de son temps à des assos, à des gens dans la rue, à des gens qui en ont besoin. Considérer aussi l'autre, c'est quelque chose, c'est déjà du développement personnel et de la spiritualité finalement. Remercier quelqu'un parce qu'il vous a tenu la porte, dire bonjour à un vigile dans un grand magasin parce que je pense qu'il n'y a pas grand monde qui lui dit bonjour. Tout ce travail de conscience, tout ce travail, cet élan vers l'autre, c'est déjà de la spiritualité, c'est déjà du développement personnel. Vous n'avez pas besoin de partir à l'autre bout du monde pour faire une œuvre de charité, pour vous sentir dans une démarche. Tout se fait tout de suite, à l'instant, là, maintenant, tout de suite. C'est comme prier, vous n'avez pas besoin d'aller au temple, vous n'avez pas besoin d'aller à l'église, vous n'avez pas besoin d'aller à la synagogue ou à la mosquée, vous pouvez aussi prier chez vous. Si vous êtes religieux, si vous êtes spirituel, vous pouvez, et vous d'ailleurs, vous devez prier chez vous et vous mettre vraiment... vous atteler à cet engagement, parce que la prière, la méditation sont des engagements. C'est pas je dois le faire, c'est j'ai décidé de le faire et c'est complètement différent. Et toutes ces subtilités, toutes ces nuances, on ne peut se les amener que quand finalement on est conscient qu'on a envie de dépasser le soi, on a envie de dépasser l'ego, on a envie de dépasser le stade je suis un humain, je gagne ma vie, je me reproduis, j'achète à manger, je mange, je dors, je vais travailler, je gagne de l'argent, j'ai une profession, etc., etc. Et il y a aussi cette dimension que j'essaie d'intégrer de plus en plus à ma vie, et ça c'est un exercice et pas des moindres. Alors vraiment n'hésitez pas à partager ça avec moi sur Instagram et prochainement sur mon site, vous pourrez laisser vos témoignages. J'ai décidé vraiment de mettre ça en place dans ma vie parce que j'ai remarqué que je m'y prenais mal et que je pense que c'est important, ça touche vraiment au thème qu'on aborde aujourd'hui. C'est de faire beaucoup plus des choses que je n'aime pas en pensant les aimer, c'est-à-dire en feignant un peu les aimer. Alors il y a cette fameuse expression américaine qui dit « fake it until you make it ». Alors à la base je suis pas pour, mais je vais vous dire que ça impacte quand même. Donc en gros c'est fais semblant jusqu'à ce que tu le vives vraiment et jusqu'à ce que tu le ressentes vraiment. J'ai eu envie cette année, un petit peu avant 2021, parce qu'il y a eu beaucoup de chamboulements sur 2020 dans ma vie, d'amener une dimension beaucoup plus souple à mon travail, la façon dont j'aborde même le développement de mon business, etc. Et je me suis beaucoup essoufflée et j'ai amené beaucoup de work hard, play hard dans ma vie, travail durement et mise gros. Et je pense que ce n'est pas une méthode très Ho'oponopono pour ceux qui connaissent. Je me suis aussi beaucoup intéressée aux rituels hawaïens qui sont passionnants. Mais voilà, je pense que ce n'est pas de l'amour de soi que de se mettre beaucoup de pression, de se challenger beaucoup trop haut. C'est anti-congruence, c'est anti-coaching, c'est vraiment pour moi anti tout ce que je prône. Donc pour que je sois cohérente, il faut que je sois cohérente jusqu'au bout justement. Et je me suis appliquée, en tout cas je m'attelle à ça au quotidien, à m'amener beaucoup plus de sens dans cette vie, à me dire que finalement, si je mets trop de pression et que je suis dans les règles, il faut que je dois, eh bien... je vais pas vibrer vraiment sur une énergie qui me ressemble. Et soyez alerte à ça. Qu'est-ce que vous voulez dans votre vie? Le matin quand vous vous réveillez, est-ce que vous voulez plus d'énergie, plus d'amour, plus de douceur? Si vous voulez ce type d'énergie vibrer haut comme ça pour augmenter aussi vos ondes cérébrales, soyez concordants, soyez en congruence, en harmonie, en pleine harmonie avec ce que vous voulez voir arriver dans votre vie. Parce que on ne peut pas se challenger avec beaucoup de pression en disant bah finalement je m'aime. Attends, regarde, je me matraque finalement le corps et aussi l'esprit, mais c'est parce que je m'aime, hein, y a pas de souci. Et je crois que finalement on n'est pas tant en harmonie que ça quand on est dans cette démarche-là. Ça m'a fait tilt, c'est sur ces dernières semaines où je me suis dit mais
c'est peut-être pas forcément la bonne méthode que de se mettre beaucoup de pression, et à bien y réfléchir. J'ai lu beaucoup de thèses et d'ailleurs je travaille dessus pour la mienne, sur le stress. Quand on connaît l'impact du cortisol sur le corps, etc., sur l'ADN, vous savez que le stress impacte énormément sur notre ADN, qui est une chaîne protéinée, et c'est fait aussi de lumière, donc on peut vraiment travailler avec des énergies subtiles aussi au niveau de l'esprit et du corps, et cette intention finalement, est-ce qu'elle n'est pas aussi subtile que l'amour et que tout ce qu'on peut s'amener? Si je me pressurise et que je me mets de la pression dans ma vie alors que je veux m'amener de l'amour, à un moment il faut que je revoie un petit peu ma copie, parce que je pense qu'il y a quelque chose qui est pas en accord avec ce que je veux. Posez-vous la question le matin quand vous vous réveillez comme ça, voilà, comment je veux vibrer aujourd'hui? Est-ce que j'ai envie de m'amener plus d'amour pour moi, de bienveillance et de douceur, ou est-ce qu'au contraire je me mets la presse et finalement je vais être pressée comme un citron, c'est le cas de le dire. Je pense qu'à la fin de la journée, il n'y a pas beaucoup de disponibilité pour la méditation, pour de la prière, pour des choses qui ont plus de sens pour vous si vous nourrissez ces projets dans votre vie. Donc finalement, tout ça, c'est vraiment attrait à un amour de soi qui est inconditionnel, qui dépasse absolument la personnalité, et qui va nourrir la 6e marche, toute haute marche de la pyramide, à savoir le transpersonnel, ce qui donne encore plus de sens à notre vie, et ce qui fait que notre vie, on est beaucoup plus dans la complétude finalement. Pour ce faire, vous pouvez tenir un carnet, et c'est un petit exercice que je vous invite à faire, que j'ai mis en place aussi personnellement, que je donne à mes clients. Être dans la gratitude au quotidien, et ça s'appelle le cahier du positif. C'est tout simplement un cahier dans lequel vous allez dresser un petit bilan tous les soirs de ce que vous avez été capable de conscientiser dans la journée, à savoir de la bienveillance, de l'amour, de la gratitude, et un projet, si vous avez décidé par exemple de mettre en place plus de conscience, ou de mettre en place une mini-méditation dans la matinée, que ce soit au travail si on peut vous l'accorder, ou avant de partir, et créer comme ça une routine où vous écrivez, parce que cette routine-là va vous permettre aussi d'amener beaucoup plus de conscience dans votre vie. Ce petit carnet, idéalement, vous le tenez le soir avant de dormir, et ça va vous permettre, si vous le faites sur au moins 21 jours, d'ancrer une nouvelle habitude. Neurologiquement, vous allez voir l'impact. Et l'impact, vous commencez à le voir au bout de 2 semaines. Parce que vous allez voir que vous allez poser votre attention, votre centre de gravité sur beaucoup plus de positives attitudes. Alors dans une vie, il ne s'agit pas de voir que le positif, parce qu'il y a toujours les deux côtés de la force, vous le savez. Et j'invite plus à amener de l'équilibre dans une vie que d'être que focus sur le positif. Je fais référence à mon avant-dernier podcast. Il me semble que c'est dans cet avant-dernier épisode que j'en ai parlé. Mais voilà, l'idée est vraiment quand même de focaliser, d'être focus sur des choses qui vibrent juste pour vous, et qui vous font fabriquer aussi de la dopamine, des endorphines, et qui vous font vous sentir bien finalement. Et comme le disait Einstein, il n'y a que 2 façons de vivre sa vie, l'une comme si rien n'est un miracle, et l'autre comme si tout est un miracle. Et même dans les choses plus ou moins négatives, de voir toujours l'issue positive, et ce que vous avez appris, ce que vous êtes capable de tirer comme leçon de cet événement que vous avez jugé négatif de prime abord. Voilà tout ce que peut vous aider à conscientiser le cahier du positif. Et dans une démarche de développement personnel, ça me semble hyper important d'écrire, tout simplement parce que vous allez aussi voir votre évolution. Et c'est aussi un petit engagement. Donc ça veut dire que je ne suis pas engagée que quand ça m'arrange. Avoir une discipline au quotidien, et c'est ça, le développement personnel aussi, c'est un engagement. C'est comme quand on a un enfant ou un chien, c'est pas, on laisse pas tout ça quand ça nous plaît pas, et on met pas tout ça de côté juste parce que voilà, on n'en a pas envie. L'idée, c'est vraiment de s'engager,
mais sans l'idée de la contrainte. À partir du moment où, et c'était ça que je voulais pas oublier de vous dire, surtout aujourd'hui, et ouais, ça me semble vraiment important d'aborder ce sujet-là, c'est que quand vous faites les choses sur l'idée de la contrainte, vous vibrez très bas. Et quand vous vous dites il faut que, quand vous instaurez une règle, derrière vous allez voir que tout de suite vous allez avoir un mais, une excuse, une petite injonction comme ça qui va arriver de derrière les fagots. L'ego commence à négocier, ça sent pas bon les gars. Et à ce moment-là, changez l'optique, changez le filtre, la perception et dites-vous, attends, j'ai décidé de m'amener de l'amour pour moi, mon intention première, quelle est-elle? Quand vous êtes dans le brouillard mental, que ce soit émotionnel ou mental, je préfère de loin être plus dans l'émotionnel que dans le mental, mais voilà, si l'un des deux cas apparaît, et en l'occurrence l'un des deux cas apparaîtra, ramenez tout de suite à l'intention. Quelle intention j'ai? Parce que attention, le mental va vous mettre dans une espèce de machine à laver comme ça, de pensée, une espèce de gloubi-boulga imbuvable, impensable d'émotions, de pensées, émotion, pensée, émotion, pensée. Et finalement, de recréer l'intention première. Et en gros, vous allez être sur le leitmotiv. Donc, quand vous créez l'intention, vous créez le motif. Et quand votre intention est solide, votre motif derrière, motif c'est motivation, le leitmotiv c'est la motivation, mais la motivation c'est le motif. Et finalement, ok, mon motif est assez solide pour que je tienne sur la durée. Parce que c'est ça. Les gens qui ne tiennent pas un engagement, travail personnel, sur un plan subtil ou autre, c'est parce que le motif n'est pas bon. Je vais le faire parce que tout le monde le fait. Je vais le faire parce que je dois le faire. Non, mais l'intention, elle n'est pas calibrée. Quand l'intention est calibrée, que vous savez que vous allez... que vous voulez vous amener plus d'amour pour vous, que vous voulez être dans le dépassement du soi, que vous voulez être quelque motif que ce soit, quelque intention que ce soit, là oui, vous allez tenir la route parce que c'est un peu bizarre de dire ça, mais vous avez quelque chose à gagner et l'ego aussi le comprend quelque part. Si votre formulation, votre demande ou votre engagement au départ n'est pas... sur des motifs qui vibrent sainement pour vous, eh bien vous ne tiendrez absolument pas sur la durée, sur la longueur. Et voilà en quoi aussi c'est un piège de travailler sur la personnalité, parce que au final nous n'avons pas une personnalité. On revêt beaucoup de masques au quotidien, et pour pas dire une multitude. Hydratation. On revêt différents masques, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Selon que vous soyez au bureau, avec votre meilleur ami, avec votre compagne, votre mari, vos enfants, vous serez jamais le même. Donc finalement, cette idée de personnalité, elle est plutôt très négociable et à revoir. Et en ça me semblait vraiment intéressant d'aborder le thème aujourd'hui du dépassement de soi, du dépassement du soi. Tout simplement parce que je crois qu'une des clés, elle est là. Et puis après, on peut aller toucher l'âme, quand on est dans le transpersonnel, donc quelque chose qui va au-delà de la persona. Finalement, on nourrit quelque chose de si grand, qui nous dépasse tellement que, waouh, on sait qu'il y a du travail et que c'est sans fin finalement. Et de là peuvent arriver les passions. Et quand vous avez remarqué, quand vous regardez quelqu'un qui est... Moi, je suis fan de ça. J'adore les gens passionnés parce que c'est passionnant. En fait, c'est passionnant de voir quelqu'un passionné. Quand vous êtes dans votre passion, vous êtes absorbé, l'espace et le temps n'existent plus. Et vous êtes dans le transpersona, justement, la transpersona. Et on est dans cette zone de révélation, dans cette zone clairement de génie. Et waouh, c'est tellement inspirant. Les gens qui ont vraiment besoin de motivation, c'est les gens qui n'ont pas le souffle, qui n'ont pas l'inspiratio, c'est le souffle nouveau, la nouvelle inspiration. Plutôt que de travailler sur la motivation, sur le motif, alors je sais que je vous en ai parlé tout à l'heure, mais l'intention c'est quelque chose d'encore plus grand, et l'inspiration c'est quelque chose d'encore plus grand. L'inspiration ça vient d'en haut, c'est le souffle divin finalement. Alors pour ceux qui ne croient pas en Dieu, aucun souci, si vous êtes spirituel, voilà, vous comprenez l'idée de inspiratio. L'inspiration c'est vraiment le souffle nouveau, le renouveau du souffle si on veut être plus terre à terre. Et comment on a un souffle nouveau ? En respirant déjà, c'est une très bonne chose. Et oui, la respiration, c'est vraiment aussi un thème très important.
parce que la façon dont vous respirez oxygène vos cellules, vos connexions synaptiques, donc qui sont comme des petits fils électriques, et qui vont vous permettre d'avoir plus ou moins d'idées. Les gens qui respirent mal sont des gens peu créatifs, sont des gens qui sont beaucoup stressés. Tout est bloqué au niveau de la cage thoracique et du plexus solaire, donc au niveau du 1, 2, 3, 4, 5e chakra. Et finalement, sont des gens aussi qui ont beaucoup de mal au niveau de la voix, qui ont une voix qui est difficilement posée. Ça part en aigu, ça part en grave. C'est une voix qui est peu stabilisée. Donc vous voyez qu'il y a énormément de travaux, de choses qu'on peut faire en développement personnel avec le dépassement de soi, la respiration. Il y a aussi une chose que je veux partager avec vous, une dernière chose qui a un petit peu changé la donne pour moi. Je ne suis pas encore assez régulière, j'y travaille, vraiment, sachez-le. Alors ça c'est ma coach en sophrologie qui m'avait soufflé l'idée, et c'est vrai que c'était quelque chose que j'avais envie de mettre en place, que j'avais remarqué que je respirais pas forcément très très bien en tant qu'ancienne asthmatique. Alors avec la méditation je suis quand même invitée à conscientiser ça, mais c'est encore un effort que j'ai à faire. Utilisez la technique du neti le matin, donc vous pouvez aller voir sur internet ce que ça dit et comment procéder au niveau du neti. Moi personnellement je suis pas sur le neti encore. C'est une technique donc de nettoyage nasal avec je crois qu'il y a une solution spécifique. Personnellement j'utilise de l'eau de mer. Vous pouvez utiliser des solutions, des sprays pour le nez que vous avez en pharmacie qui sont vendus sans aucun souci, et les utiliser au quotidien pour vraiment nettoyer le nez et débarrasser le nez de la pollution et de tout ce qui s'ensuit, pour avoir une meilleure respiration, pour avoir une meilleure oxygénation. C'est très important. Et en développement personnel, je trouve qu'on n'en parle pas assez, mais ce nettoyage du nez, ce nettoyage des voies respiratoires, c'est vraiment aussi une des clés pour y voir plus clair, tout simplement, avoir plus de clarté mentale au quotidien. Vous le savez, c'est un peu mon dada. Voilà donc toutes les petites choses formidables que vous pouvez faire au quotidien, vraiment pour le dépassement du soi. Invitez l'humilité dans votre vie. Ne prenez pas les choses, s'il vous plaît, personnellement. La plupart du temps, lorsque les gens vous parlent, ils vous parlent d'eux, ils ne vous parlent pas de vous, ils ne sont pas dans l'accusation. Souvent, c'est comme ça en communication, c'est une des premières choses desquelles on parle, en linguistique aussi. Écoutez bien, rentrez en écoute active, la façon dont les gens vous parlent, vous verrez qu'il ne s'agit pas de vous la plupart du temps, il s'agit d'eux. Donc ça peut vous aider à sortir du drama comme ça. Invitez plus d'amour dans votre vie pour le dépassement de soi. Essayez de comprendre le monde, de dépasser votre petit monde à vous pour aller vers plus d'amour, vers plus de compréhension, intégrer plus de nouveaux mondes. Invitez l'apprentissage constant dans votre vie, apprenez des nouvelles choses chaque jour, intéressez-vous, si vous êtes globetrotter, intéressez-vous aux pays, aux cultures du monde, intéressez-vous à l'anthropologie, à plein de choses qui peuvent vous permettre de comprendre mieux les cultures du monde. Moi c'est quelque chose qui m'a vraiment passionnée, ethnologie, sociologie. Voilà comment d'autres pays du monde vivent culturellement, quels sont les rites de passage de certaines tribus, qu'est-ce qui fait que le monde est monde finalement, et qu'est-ce qui fait que je peux me rapprocher de l'autre en gommant tous ces préjugés, en essayant d'être moins dans la critique et dans le jugement, parce qu'il ne faut pas oublier que tout ça participe pas à notre évolution, ça maintient des vibrations très très basses, et surtout ça nous permet pas d'être dans le dépassement du soi. Voilà, moi j'étais ravie d'enregistrer ce 10e podcast, j'espère qu'il vous a plu. Je vous dis à très très vite pour un nouveau sujet. Prenez soin de vous, d'ici là, ciao.